Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère. Allez, sèche tes larmes. Je te promets que bientôt cette période ne sera qu'un mauvais souvenir. Allez, prends ton pot de glace et on y va. On commence avec notre Fear and Greed Index côté crypto, comme d'hab, qui se trouve sans surprise dans la peur à 34. Du côté des marchés US, waouh, eux, ils sont direct de retour dans l'extrême peur à 23. Ah bah là, on passe de wouhou, c'est le pivot de la Fed, il y a plus d'inflation, en avant gang, et puis eh ben non. On se retrouve tous à serrer les fesses comme pas possible. Allez les gars, on va bientôt sortir de cette merde. Sachez en tout cas qu'hier, il y a eu un petit live. Surprise, motherfucker. Oh putain, vraiment Fanta, tu as une très mauvaise influence sur la jeune fille que je suis. Enfin, une jeune. Enfin bref. Alors, il y a eu un live, d'accord, hier. Nous avons enfin pu tirer au sort les derniers gagnants, qui sont Xtreme, Romain Pello, Floppy, Samuel, El Custo, Cryptosaur, Monkey Business, Daniel SH, Kimouline et Petsy l'ourson. Alors pour une fois, surtout, ne soyez pas trop pressés, vu que Kavari, je vous le rappelle, est une version bêta, je galère un chouïa pour upload les vidéos à crypto en ce moment, mais tout vient à point à qui sait attendre. Bon, par contre, vous pouvez déjà venir toquer à la porte de mes réseaux pour qu'on puisse gagner du temps aux prochains envois. Et si toi aussi, tu veux remporter un petit NFT de la chaîne, n'oublie pas de laisser un petit commentaire sous tous les apps crypto de la semaine. Et par contre, les noms que vous voyez à droite ont été tirés au sort directement parmi le chat Twitch. Et je remercie infiniment tous les zappeurs et zappeuses qui étaient présents hier. Franchement, le live était mémorable, j'ai adoré. Et c'était vraiment un pur plaisir de tous vous retrouver. Dernière petite chose, sachez que ce petit document Google Sheet, vous le retrouverez dorénavant dans toutes les descriptions du Zap Crypto. Sur ce, vous pouvez enfin vous installer confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. On se retrouve demain pour le dernier Zap de la semaine. Passez une belle soirée et un excellent week-end. C'était Zap Crypto. On va s'attaquer à la sécurité de votre ordinateur, à savoir les antivirus. Personnellement, je trouve que Kaspersky est une excellente solution. Le problème, c'est que l'Europe, elle n'est pas d'accord avec moi, simplement parce que le produit est russe. Mais bon, on parle de cybersécurité et les Russes sont pas trop mauvais sur le sujet. Une autre solution, ce serait E7, qui est également valable. Pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de payer pour un antivirus, ce que je peux comprendre, en effet, Windows Defender n'est pas trop mauvais dans son rôle d'antivirus gratuit. Après, vous le savez, quand un produit est gratuit, il y a un petit peu moins de qualité de produit de sécurité qu'un produit payant. Sauf forcément pour l'Académie Découvre Bitcoin, où toutes nos formations sont gratuites et d'une excellente qualité. On va commencer par le scam, Pete. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'aurais fini par le scam. Une note joyeuse toujours à la fin. Non, en fait, le truc, c'est que le scam, il est tellement... Abouti. Ouais, bah voilà, c'est exactement le mot. Il y a une personne qui a cliqué sur une pub. Bon, une cinquantaine d'années, ça peut arriver, même si nous, voilà, on sait qu'il faut pas le faire et que c'est souvent des liens frauduleux. Il s'avère qu'il a cliqué, il tombe sur quelqu'un qui l'appelle au téléphone et qui lui dit, voilà, si vous voulez, vous pouvez placer votre argent sur Binance, etc. Sauf qu'il lui envoie un lien. Le gars, il envoie 3000 balles. Au bout de quelques jours, il lui monte 6000 balles. Donc les rendements sont fous. Le gars, il a fait une vitrine, un site vitrine de Binance et il lui a pris 153 000 € en plusieurs fois. Il a mis toutes ses économies dedans, mais ce qui est fou, moi ce que je veux souligner là-dessus, c'est que quand il voyait ses rendements, donc ses rendements fictifs, il disait, ouais bah écoute, je vais te donner 100 000 € et tu vas me les placer. Et le mec, il a eu la fourberie de lui dire, commence par 80 000, pas plus de 80 000, je peux pas plus de 80 000, t'imagines ? Du coup, le mec, il lui a fait confiance. En fait, pour moi, c'est pour ça que je disais abouti tout à l'heure, c'est que c'est au-delà d'être abouti, c'est élaboré à la perfection. Parce que déjà, quand t'as quelqu'un qui fait une fausse pub, machin, enfin, tu pourrais penser que c'est n'importe quel guignol, tu vois, et que c'est fait un peu à la va-vite. Mais là où tu vois que c'est élaboré, c'est que il y a eu une pub, derrière il y a eu un lien, il y a eu une prise de contact téléphonique avec quelqu'un qui était plus que formé, hein, c'est-à-dire qu'il savait très bien de quoi il parlait. Bien c'est sûr. Pas le scammer qui va t'appeler et qu'il comprend déjà pas ce qu'il est en train de te dire, tu vois. Là, le gars était vraiment très pointu dans le discours, il savait très bien de quoi il parlait, et en plus, il avait des moyens parce qu'il a fait un site miroir de Binance, parce qu'il a dit très clairement qu'il bossait pour Binance, hein, le gars. La poule aux odeurs, hein, tu sais, on te promet de faire x2 déjà, rien que ça, voilà, on peut pas te promettre de faire un x2, qui Non, c'est clair, et puis le gars, il a une cinquantaine d'années, il est pas non plus... Enfin, il y a des gens... Mais il y a des gens qui suivent la crypto tous les jours qui arrient à se faire hack ou à se faire ficher, tu vois. Donc du coup,
Un mec qui a 50 piges, qui veut couler ses vieux jours, etc., il se dit bon bah vas-y j'y vais. Tu me parlais une fois de ces trucs sur le bon coin, tu vois, les vieux qui se font arnaquer. Mais ces pauvres petits vieux là pour ce genre d'arnaqueur, c'est du pain béni. Mais et Tu la vois. crypto, tu sais que moi j'ai déjà quelqu'un qui n'est pas dans mon entourage proche, mais qui m'a raconté une story, pareil, quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, et qui m'a expliqué que oui, il a entendu parler des cryptos au journal de 20 heures en 2021, et que derrière, je sais pas où il s'est retrouvé à cliquer sur quoi ou qu'est-ce, mais on était en train de lui vendre une formation à 1500 balles pour qu'il puisse commencer à investir. Voilà. Et moi, quand il m'a raconté la story, j'ai dit oh là, ça va trop loin. Si vous voulez investir, vous ouvrez un compte Binance, mettez 50, 100 par mois et vous investissez. Voilà. Mais je comprends pas l'histoire de 1500 € de formation. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les quinquas, quelque part, c'est pas leur, tu vois, leur base, quoi. C'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent. Voilà. Donc pour eux, à la limite, c'est la finance traditionnelle. Et la finance traditionnelle, à l'époque, tu avais des gestionnaires de compte. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est plus toi qui vas gérer ton PEA et encore. Oui, c'est ça, bien et, sûr. Voilà. Faites attention au scam, quel qu'il soit. Le sujet suivant, c'est bien sûr le sujet du moment, puisque on va parler de la nouvelle norme, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une norme, mais ça reste une espèce de norme. En fait, on va parler des tokens BRC20. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, les tokens BRC20? En fait, c'est venu en fait d'un tweet à la base d'un mec qui parlait de ça. Et en fait, ça fait écho forcément à la norme ERC20, qui est donc la norme ETH. Et en gros, si vous voulez, pour la faire très courte, c'est une espèce de technologie norme qui permet aux gens d'inscrire en fait sur la blockchain Bitcoin, sur le même principe en fait que les NFT ordinaux, dont on parle beaucoup dernièrement. Donc ils peuvent inscrire en fait cette fois-ci des tokens fongibles, pas des tokens non fongibles. Tokens non fongibles, c'est des NFT, c'est ce que je présente tous les jours. Et tokens fongibles, c'est quoi? En fait, c'est la crypto finalement. Donc en gros, les gens en fait, ils arrivent à inscrire dans les blocs de Satoshi des cryptos. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, ils sont en train d'inscrire des tokens même dans la blockchain Bitcoin. Autant vous dire que les Bitcoin maximalistes, ils sont comme des fous. Donc en fait, on voit, genre, il y a du Dodge. Il y a plein de trucs qui arrivent. Il y a le Dodge qui est arrivé du coup sur Bitcoin. Il y a le token Bru, token Fuck, token plein de trucs comme ça. Donc du coup, voilà, les gens en fait inscrivent. D'ailleurs, on peut le voir ici. Je vous ai sorti du coup le tweet aussi du mec. Par exemple, là, token Dodge, du coup, il en a mis genre 1 milliard. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à compter le nombre de zéros. Mais bref, du coup, il a inscrit ça, en fait. Et c'est juste fou, quoi. Donc, c'est encore une espèce d'application supplémentaire par rapport, du coup, à la blockchain Bitcoin. Du coup, qui donne de la valeur aussi à cette blockchain-là, mais qui augmente aussi les frais et des volumes de fou. Et puis voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais écoutez, code is low, hein. Ensuite, tiens, pub de Coinbase, elle est excellente. Je vous invite à aller la voir. Alors, pour nous qui sommes dans l'écosystème crypto, qui connaissent bien l'écosystème crypto, c'est pas ultra important comme pub, mais je vous promets que pour, j'allais dire les gens normaux, mais non, les personnes qui sont pas dans les cryptos H24, c'est ultra important comme pub. Elle est super bien faite. Je vous invite à vraiment la regarder parce que, en fait, elle montre le problème qu'on a entre les particuliers et les banques. Et il y a un gros point qui est mis sur le fait que les banques, c'est long. Enfin, le système financier actuel est très lent, très long, très chiant en fait. Et du coup, c'est bien retranscrit dans la pub. Et même si quelqu'un ne connaît pas les cryptos et ne connaît pas le monde financier, en voyant cette pub, ils prennent conscience qu'il y a un problème et que du coup, la crypto peut être une solution à tout ça. Et voilà, plutôt bien fait leur part. Coinbase, qui ne connaît pas la crise. En effet, l'exchange américain a fait l'acquisition d'un fonds d'investissement crypto cette semaine. Ce fonds, qui avait pour nom One River Digital Asset Management, yeah motherfucker, a désormais été rebrandé en Coinbase Asset Management. L'avantage pour eux, c'est que l'entreprise est déjà enregistrée auprès de la SEC comme conseiller en investissement. Ils devraient donc être plutôt laissés tranquilles, du moins au début, par le gendarme américain qui en ce moment tire sur tout ce qui bouge. Cette acquisition est une nouvelle manière d'intégrer le monde institutionnel dans celui des cryptos en proposant des solutions d'investissement dans lesquelles sont incorporés des cryptos parmi bien entendu d'autres actifs. Comme le dit n'importe quel youtubeur crypto, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Une autre news que je trouve intéressante, c'est le fait que le sentiment global, en tout cas des consommateurs pour les cryptos, reste élevé malgré l'année 2022 qu'on vient de traverser. C'est une enquête qui a été menée par Paxos, qui pourtant a sans doute d'autres choses à faire avec son BUSD, mais ils avaient une enquête et au final, on s'aperçoit que les gens donc non seulement gardent le moral, mais surtout ils nous décrivent un peu comment ils utilisent les cryptos et c'est assez intéressant, je trouve, pour que 34% l'utilisent pour envoyer de l'argent à des amis, 36% pour le day trading. 38% pour les crédits de card, c'est intéressant, donc ils payent avec des visas. Sur Yuzu, on le fera
très prochainement. Donc 42, ils utilisent carrément des cryptos pour payer sur Internet, et 52 comme un investissement à long terme. Mais tout le monde, voilà, on a vraiment des business cases, enfin vraiment c'est très utilisé pour plein de raisons, et c'est une bonne chose que les cryptos soient de plus en plus perçus comme un réel moyen de paiement, parce que c'est vraiment le cas, et en fait il faut en parler parce que ça va le devenir de plus en plus. Alors, voici un petit peu les critères de sélection. Premièrement, on va se concentrer sur le projet. Est-ce que le projet est utile et est-ce que le token est utile? Est-ce qu'on aurait pu faire le même projet sans un token? Après, évidemment, on parle de top altcoin pour la spéculation. On ne va pas investir dans un token pour la tech. Donc, on va se concentrer en deuxième sur les tokenomics. Notamment, est-ce que le token est inflationniste ou il y a des gros vestings? Tout simplement, en fait, on va s'interroger s'il va y avoir une forte pression vendeuse, que ce soit par l'inflation ou par les vestings. Par exemple, des investisseurs privés qui ont encore des tokens qui vont leur être distribués. Et également, on va se poser la question, est-ce que le token capte une partie de la valeur générée par le protocole? Donc, est-ce qu'on peut attendre comme ça, par exemple, un rendement en possédant le token, ou est-ce qu'il a pour simple but la gouvernance? Et dans ces cas-là, forcément, il y a moins de chances que des gens spéculent dessus. Évidemment, si on fait un investissement, ça va pas être du trading, c'est un investissement. Donc voilà, plusieurs mois, plusieurs années. Donc on va se poser la question sur les perspectives d'avenir des différents projets. Et évidemment, on va essayer de rester le plus neutre et objectif. Et on va se poser les questions sur les risques, les zones d'ombre. Et évidemment, voilà ce qui pourrait faire chuter le prix du token. C'est la banque JP Morgan qui aurait coupé les ponts avec l'échange Gemini. L'échange Gemini, on a beaucoup parlé avec l'affaire Gemini, Genesis et compagnie. Et donc, on nous dit que l'éclaircissement du marché observé depuis début d'année, ce beau mois de janvier tout vert, malheureusement, a été de courte durée parce que la récente mise en liquidation volontaire de Silvergate ne risque pas d'améliorer les choses. Et une autre rumeur qui tombe, c'est malheureusement la crypto-bourse Gemini qui aurait des soucis avec ses comptes bancaires auprès de la banque JP Morgan, qui est une des banques, la plus grosse banque des États-Unis en gros. La plateforme d'échange, donc Gemini, se retrouve dans une situation difficile parce que non seulement a été frappée par tout ce qui est faillite d'acteurs FTX et compagnie, on a aussi la suspension forcée de son programme EARN parce que c'est dans le viseur de la SEC. Et en plus, on a tout ce qui se passe avec Genesis. En gros, Gemini avait dit à ses clients, allez chez Genesis, vous allez avoir du gros rendement, tout ça. Genesis, qui est une filiale de Digital Currency Group qui possède Grayscale, Genesis et Coindesk, qui est aussi en train d'être en faillite, pas en faillite, sauvé, pas sauvé. Pour l'instant, on sait pas trop. Donc, tu sens bien que déjà, Gemini, ils sont un petit peu mal parce qu'ils prennent cher de tous les côtés. Et c'est dans cette situation de fragilité que le média Coinesk nous rapporte, qui fait partie de Grayscale, nous rapporte d'une source anonyme, que la banque JP Morgan aurait mis fin à sa relation bancaire avec Gemini. Alors bien sûr, il y a Gemini qui dément, qui dit malgré des informations contraires, la relation bancaire de Gemini avec JP Morgan reste intacte. JP Morgan, eux, n'ont rien dit. Mais la seule chose qui est sûre pour l'instant, c'est que la faillite de Genesis a mis Gemini dans une mauvaise situation. Genesis, donc une filiale de Digital Currency Group. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Est-ce que Gemini, est-ce qu'il va prendre cher, pas cher? Mais pour l'instant, il prend un petit peu cher. Est-ce que la fermeture de son lien avec la banque JP Morgan va être le dernier coup de couteau sur Gemini? On ne sait pas trop. En tout cas, on va surveiller ça, je vous tiendrai au courant. Et en parlant encore une fois d'exchange qui ont des problèmes avec les banques, on a Crypto.com qui aurait aussi des problèmes avec ces banques. Actuellement, on peut retirer et déposer des cryptos avec un virement uniquement depuis l'espace européen, depuis la zone euro globalement. Donc ça veut dire en fait les Américains peuvent plus déposer de l'argent sur Crypto.com et toute personne qui habite pas dans l'Union européenne ne peut plus passer par le système de virement bancaire. Ils sont en manque de partenaires qui va les accepter pour pouvoir faire ça, et ça montre, je vous ai dit, Silvergate, etc. Ça a complexifié vraiment beaucoup les choses pour les exchanges. Je vous en avais parlé aussi il y a un moment avec plusieurs exchanges qui ont été dans cette situation. Binance qui avait eu les retraits bloqués ou les dépôts en euros qui étaient bloqués pendant une certaine période. On a vu aussi Tether avec l'USDT ils ont dû falsifier des documents pour pouvoir ouvrir des comptes auprès de banques parce que les banques ne voulaient pas leur offrir leurs services. Donc c'est assez compliqué pour les plateformes, et j'espère qu'une solution va être trouvée, ou en tout cas que
les principaux exchanges au moins vont réussir à garder ce partenariat avec les banques. Après, il y a toujours des solutions avec des dépôts via carte bleue ou autre, mais bon, on n'est pas à l'abri aussi que ça ferme bientôt. Et oui, vous avez vu, hein, c'est des super nouvelles. En même temps, ça explique un petit peu le rouge qu'on a eu. On a une accumulation un petit peu de nouvelles avec notre ami Biden qui nous dit qu'il va proposer une taxe de 30% sur l'électricité utilisée par les mineurs de Bitcoin. Alors, je rappelle que quand même les États-Unis sont un peu un Eldorado de ce côté-là, notamment le Texas, hein, dans lequel on a un ensemble de mineurs installés là-bas, donc on a vraiment beaucoup d'industries qui sont installées et qui sont en train de financer des grosses installations, hein, donc là-dessus c'est une grosse nouvelle, mais on rappelle que ça ne reste qu'une proposition. Actuellement, ce n'est pas voté, ce n'est pas instancié, bien que j'ai tendance à considérer qu'il y a de grandes possibilités que ce soit le cas, que ça se fasse, et la question qu'il faut se poser, c'est oui, là-dessus, la raison, c'est que en gros, ça empêcherait le fait de pouvoir passer vers, en gros, une transition écologique. Alors, ce que j'aime bien, c'est que du coup, dans les commentaires en dessous, on pose la question, oui, mais comment ça va se faire sur les personnes qui sont en green, etc., etc., donc c'est-à-dire qui minent sur de l'énergie verte, renouvelable, donc qui est excessivement positif, hein. Mais je rappelle que ce type de mineur-là représente encore une minorité, c'est en train d'augmenter, mais ça représente encore une minorité, et que la majorité des mineurs au Texas sont sur de l'énergie fossile, d'accord, hein, c'est pas de l'énergie verte. Donc la majorité du minage, en tout cas aux États-Unis, est de l'énergie fossile. Donc la notion écologique peut-être, oui, mais en tout cas le fait de poser une taxe de 30% sur l'électricité, c'est absolument pas gérable, en tout cas pour les mineurs. Je pense qu'il va y avoir une transformation structurelle qui est en train de se faire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu l'ensemble de ces nouvelles, le moment dans lequel tout ça est fait. Très intéressant de prendre du recul par rapport à ça, parce que on voit quand même quelque chose qui est fort, où on essaie de rajouter une forme de FUD très très fort. Pourquoi ? Parce que ce ne sont que des propositions. Il n'y a rien qui est acté. Je reviens un petit peu en arrière. Ici, c'est lors d'un procès dans lequel on sait qu'ils ont déjà été déboutés des fois, on sait que les exchanges peuvent payer une amende et ça ne se gérera pas de cette façon-là. C'est un dire qui a été effectué en disant que Ethereum est une commodities, mais c'est juste un mot qui a été posé, ce n'est pas accusé, ce n'est pas la SEC qui vient taper à la porte des mineurs d'Ethereum ou d'Ethereum Foundation. On est sur autre chose qui est totalement différent, on est juste sur une information structurelle. À côté, nous avons ici encore une proposition de budget qui est mise en place. Ici, nous avons une proposition de taxation pour répondre à des besoins. Donc à chaque fois, c'est quelque chose qui n'est pas acté, et pourtant, l'implication, elle est grande, parce que on rajoute de l'incertitude autour des États-Unis, autour de la crypto, et il faut pas oublier que cette incertitude, elle est très mal gérée par le marché. Moins 98% depuis novembre 2021. Une longue descente aux enfers. Alors non, ce graphique ne montre pas le cours d'un shitcoin de l'écosystème crypto, mais le cours en bourse de la banque américaine Silvergate. Il est bien loin le temps où, tout sourire, Alan Lane, le PDG de Silvergate, faisait sonner la cloche du New York Stock Exchange pour officialiser l'entrée en bourse de sa banque. 3 ans plus tard, celle-ci est en train de sombrer. Alors que s'est-il passé et pourquoi vous devez comprendre l'affaire Silvergate ? Pour info, Silvergate est une banque américaine fondée à la fin des années 80 en Californie. En 2013, elle commence à fournir des produits liés aux actifs numériques et tout un tas de services aux entreprises du secteur crypto. Elle proposait par exemple un service de prêt avec collatéral en bitcoin. Donc en gros, vous déposez des bitcoins en garantie et vous repartez avec des dollars. Et c'est ce qu'a fait entre autres MicroStrategy, l'entreprise du désormais célèbre Michael Saylor. On retrouve aussi Silvergate dans certaines opérations de rachat, comme par exemple celle du projet Diem de Facebook. Bref, Silvergate se définit elle-même comme le leader des solutions financières de l'industrie crypto avec plus de 12 milliards de dollars de dépôts à la fin du 3e trimestre 2022 et 90% étaient liés au secteur crypto. Gardez bien ce chiffre en tête, ce sera important pour la suite. La banque californienne est donc connue depuis plusieurs années dans l'écosystème crypto car c'est la banque de toutes les plus grosses entreprises du secteur. Coinbase, Crypto.com, Kraken, Paxos, Bitstamp, Circle qui émet le 2e plus gros stablecoin, l'USDC, mais aussi Alameda et FTX qui étaient apparemment leurs plus gros clients avant que tout parte en vrille en novembre dernier, on va y revenir. Et oui, il faut pas oublier que les plateformes d'échange et autres sociétés crypto ne sont pas des banques. Elles ne sont donc pas autorisées à conserver des dollars pour le compte de tiers. Elles doivent passer par des entités officiellement accréditées par les autorités financières locales, même si Kraken semble vouloir faire bouger les lignes et devenir sa propre banque, mais on en reparlera dans une autre vidéo.
Une très grande partie des entreprises crypto américaines passaient donc jusqu'à il y a encore très peu de temps par Silvergate, car c'était tout simplement l'une des seules banques qui acceptait de travailler avec ce nouveau secteur. Précisons quand même qu'ils avaient aussi réussi à mettre en place un réseau de paiement qui permettait à leurs clients de faire des versements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui était pratique, voire même essentiel pour les entreprises crypto qui évoluent sur un marché qui ne dort jamais. Mais bon, entre-temps, la page explicative du Silvergate Exchange Network n'est plus disponible pour info. Bref, comme on l'a dit juste avant, la raison principale du succès de Silvergate dans l'industrie ces dernières années reste quand même, d'après moi, qu'elle était plus ou moins la seule à accepter de travailler avec les entreprises crypto. Bon, pour être tout à fait précis, il y a aussi Signature Bank, mais vous avez compris que la compétition sur ce secteur n'était clairement pas très forte. En même temps, les autorités financières américaines, dont la Fed, mais également l'OCC, qui régule les banques américaines, ont toujours été, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, extrêmement critiques sur les cryptos, et ont toujours déconseillé aux banques US de prendre des clients touchant de près ou de loin aux actifs numériques, et encore moins s'il y avait le quelconque lien avec la DeFi, la fameuse finance décentralisée. Dans l'un de leurs derniers rapports, par exemple, ils expliquent que les procédures de gestion des risques des acteurs de l'industrie crypto manquent encore cruellement de maturité, et qu'améliorer ces pratiques médiocres est une étape nécessaire mais pas suffisante vers l'acceptation de cette nouvelle industrie par la finance traditionnelle. Ils parlent également des stablecoins qui ont prouvé ne pas être si stables que ça au final, en faisant bien évidemment référence au stablecoin algorithmique de Terra Luna, l'UST. Et puis ils finissent leur analyse avec le risque de contagion au sein de la finance décentralisée, mais également avec les entreprises du secteur liées les unes aux autres à travers leur bilan. Ils soulignent que l'écosystème crypto est encore très instable et que la moindre pichenette peut provoquer une réaction en chaîne, faisant s'effondrer le château de cartes. Bon, sur ce dernier point, c'est quand même extrêmement culotté de leur part d'évoquer le risque de contagion au sein de l'univers crypto, alors que le système financier global actuel ne tient qu'avec le support des banques centrales comme la Fed aux US ou la BCE en Europe. Toutes les banques commerciales et d'investissement sont liées les unes aux autres. Si l'une claque, tout le système s'effondre. Vuitton, Hermès, Orange, BNP, Michelin ou Renault, ce sont nos meilleurs ambassadeurs à l'étranger. Et pourtant, ces mastodontes, des multinationales dont les performances boursières sont saluées par tous les investisseurs, sont loin, très loin de représenter l'économie française. L'essentiel de notre tissu économique est en réalité composé de centaines de milliers de PME et de TPE. 99,9% de nos entreprises soit comptent moins de 250 salariés, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel de moins de 50 millions d'euros. Parmi elles, 96% sont des TPE, qui emploient de 0 jusqu'à 19 salariés. Leur petite taille permet plus de souplesse dans leur gestion, mais les rend aussi plus vulnérables aux aléas économiques. Et depuis la crise sanitaire, les PME françaises peinent à reprendre le rythme. Alors que les choses ne sont toujours pas rentrées dans l'ordre et que le virus continue de circuler sous la forme de nouveaux variants, tous plus inquiétants les uns que les autres, elles doivent affronter une succession inédite de difficultés que personne n'attendait, entre pénurie de matières premières, de main-d'œuvre, hausse des taux d'intérêt et surtout l'inflation. Cette année, les patrons et les travailleurs indépendants, artisans, commerçants et professions libérales vont devoir jongler avec des blocages en tout genre pour espérer être encore là à Noël prochain et pouvoir le fêter avec leurs salariés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ceux qui créent vraiment la richesse de l'économie française et à ces menaces héritées de 2022 qui écrasent leurs perspectives de croissance ou même de survie. Bon, maintenant, est-ce que la panique est réelle ? Oui, elle est réelle. Et ça a commencé comment ? Ça a commencé avec un discours de Powell qui, donc là on peut faire éventuellement partir de mes échecs d'un point de vue d'influenceur, disons, qui je pensais ne serait qu'une news. Bon, je me doutais qu'on allait deep à un moment ou un autre, mais je pensais pas que Powell, son petit discours qui était un petit peu sans implication, aurait autant d'impact sur le marché. Mais globalement, quand Powell a parlé mardi dernier, il a dit « Je vous baise ». Donc, et là, le marché s'est effondré. Mais littéralement, c'est ça. Hein. Il a dit « Je vous nique tous ». On va faire tout ce qu'il faut, on va augmenter les taux d'intérêt. Il s'est pas contenté de dire les outils et tout, c'est non, on ira à 2%. Et puis, avec les conséquences qui vont derrière, c'est s'il faut monter les taux d'intérêt de 10%, on le fera. Donc, du coup, les marchés se sont dit, oh putain, mais c'est pas le bull run qu'on espérait tous. Qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui pour que le prix se reprenne comme ça ? Eh ben, on a eu une autre info à 14h30 qui est celle tout simplement du rapport sur l'emploi. Alors là, apparemment, MarketWatch n'est pas à jour. C'est pas grave, on va aller voir sur Trading Economics. On va faire ça.
Voilà, donc le taux de l'emploi, vous le voyez ici en matière actuelle, il s'est pas encore mis à jour non plus, mais je suis allé voir la news sur le BLS, on va attendre qu'il se mette à jour, on va faire comme ça, hop, ici, oui voilà, ça y est, il est à jour. Vous le voyez ici, on avait un consensus qui nous disait que le taux de chômage du mois de février allait être à 3,4%, et en fait, il est au-delà. Et le marché le prend bien parce que tout simplement, le marché du travail est trop tendu en ce moment, donc le marché est plus ou moins content, entre guillemets, que le chômage augmente, ce qui est relativement normal, puisque la peur du moment, c'est qu'avec un marché très tendu et de l'inflation, on ait une forme de spirale des salaires. Donc il faut bien regarder ici les average early earnings qui effectivement sont en dessous du consensus aussi. Donc ça veut dire que l'augmentation des salaires est moindre que celle qui est prévue. Et en yearly également, on est en dessous du consensus. Le consensus était à 4,7, on est à 4,6. Donc ça veut dire ok, il y a un peu plus de chômeurs et en plus on augmente les salaires des gens de un peu moins. Donc du coup l'économie va se détendre un petit peu, moins de pression sur les prix. Le mauvais point, on va dire, c'est qu'on s'attendait à 205 NFP. Donc les NFP, c'est les non-farm payrolls, c'est-à-dire que c'est globalement les emplois qui sont créés dans le privé, mais plutôt vraiment dans la sphère économique. C'est-à-dire qu'on va enlever non-farm, donc tout ce qui est fermier, saisonnier, etc. Et on va enlever également plus ou moins une partie de la fonction caritative. Une partie de la fonction publique, je pense que toute la partie militaire est dehors, voilà, tout ce qui est en fait vraiment, on a vraiment ici que les emplois qui sont liés à une bonne santé de l'économie et c'est tout, et à l'inverse derrière, et ben tout ce qui n'est pas là-dedans sera plutôt de la fonction publique, des choses qui sont pas réellement liées à la croissance, on va dire, voilà. Et là par contre de ce côté-là, ici on a une augmentation, donc c'est un petit peu le seul point noir de ce rapport, c'est que les NFP sont à l'augmentation. Par contre, nette diminution par rapport aux créations qui avaient été faites en janvier, on avait eu des NFP à 504K et on a ici des NFP qui sont à 311K. Donc un rapport plutôt bon mais mitigé finalement, c'est-à-dire que vous le voyez ici et également ici dans le privé, le consensus qui était à 210 et on a 265, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait eu sur le rapport AFP. Le rapport AFP qui nous disait que, donc oui, certes, petite diminution, oui, on n'est pas au consensus, oui, c'est plutôt une bonne chose, mais une nouvelle quand même à prendre avec des pincettes, à voir si ça peut relancer le marché ou pas. On sait qu'il y a beaucoup de liquidités également qui nous attend en haut. Biden, etc. et des banques, on va regarder concrètement ce qui se passe sur le dollar. Alors le dollar dump, c'est bien aujourd'hui, le dollar dump, mais malheureusement Bitcoin dump aussi. C'est la deuxième fois qu'on nous fait ça, qu'on nous fait le coup là. Donc il y a des mauvaises news sur la crypto, donc ça dump, mais aussi que le dollar dump, alors qu'on devrait pump du coup sur le BTC. On n'a vraiment pas trop de chance là-dessus, mais c'est comme ça. On joue un petit peu de malchance, mais encore une fois, tout n'est pas toujours lié à 100%, c'est pas possible. Mais quand il y a des corrélations, malheureusement, c'est pas notre avantage, malheureusement. C'est la deuxième fois en 2-3 mois. C'est un peu chiant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien on a tout simplement eu un Bitcoin qui a perdu énormément de valeur cette nuit. On est repassé sous les 20 000 $. Alors aujourd'hui, bonne réaction pour le moment, mais il y a quand même une structure importante qui a été cassée, comme vous le voyez juste ici. Et ça, c'est potentiellement problématique. Cette structure, c'est celle des 21 500. C'est celle dont je vous parlais depuis quelques jours et qui, je vous disais, était très importante à conserver. L'objectif et la petite chose qui pourrait nous rassurer, c'est si on arrive à réintégrer ici le nuage, à repasser au-dessus des 20 000 $ en clôture daily ce soir. Cette zone que vous voyez ici en bleu correspond au gap CME qu'on est venu combler. Attention, on a un autre support un petit peu plus bas avec ici un place SB qui joue en direction des 18 400 $. On a de toute façon pas mal de supports, pas mal de choses pour nous protéger en dessous. Mais on a aussi pas mal de liquidités à revenir chercher. Donc ça, il va falloir y faire très très attention les amis. Maintenant, on est quand même sur une situation assez compliquée. Comme on le dit souvent, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Donc on évite de se repositionner trop précipitamment. Pour moi, la fin de journée et la fin de semaine ici va être décisive. Et la clôture d'élite ce soir va être aussi très importante. Puisque de toute façon, on aura probablement un week-end assez calme. Pour moi, d'accord, et c'est mon analyse personnelle et c'est ma propre conviction. Après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous prenez ça en considération, soit vous pensez à votre propre analyse et vous faites vos propres choix. Tant que le marché ne vient pas à défoncer les 19,210, pour moi, le marché est toujours bull. On est potentiellement sur un retracement. On a une poussée, d'accord, ça nous a fait un bohème. Ok, on est sur,
on est sur autre chose que des débutants qui regardent des M et des W et qui disent ah c'est boulot, c'est bien. Là concrètement, ici on a eu quand même énormément de volume. Donc si potentiellement ici on commence à ranger et on commence à trouver de la force, et ben potentiellement on pourrait faire une jambe haussière beaucoup plus haut. Alors il y en aurait plus d'un qui vont se dire ouais mais il est complètement fou ce mec là, il perd ma boule. Mais tant qu'on ne vient pas à battre ce niveau, les 19,210, c'est toujours boule. Même si concrètement on est d'accord que une tendance haussière c'est des plus hauts creux plus au sommet, là ça fait un M, c'est dégueulasse, c'est pas beau, c'est pas joli. Mais pour moi je pense que pour avoir une montée plutôt saine, il fallait retester cette zone. Parce que si vous êtes un gros portefeuille, un très gros portefeuille, ce que vous voulez voir, c'est une réaction ici à ce niveau-là. Parce que ça voudrait dire qu'on a passé quand même, on passe le volume, d'accord ? On passe le POC de volume de tout ce range-là, et on le bloque ici à ce niveau-là. Ce serait tellement une belle confirmation qu'on pourrait avoir un vrai rallye haussier pour faire une jambe haussière beaucoup plus haute. À noter que nous avons le Wyckoff Check à 18 300. Le Wyckoff Check, c'est quoi ? C'est la ligne de coup. Oups. C'est la ligne de coup du W. Je vais y arriver. Hop. C'est la ligne de coup du W précédent qui a été cassée mais qui n'a pas connu de retest. Vous voyez, ici, on est venu casser la ligne de coup de cette structure. On n'est jamais venu retest. Donc ça nous appelle et c'est au niveau des 18 300$. Également, on le voit, c'est au niveau du gros creux du volume profile juste ici. Donc ça nous appelle également le creux qui est entre 17 000 et 19 000$ à peu près. Donc pour moi, ça, c'est les zones de prix qu'on va probablement revenir tester vu que maintenant, on est de nouveau baissier. Notre indicateur va mettre un petit signal de vente ici, enfin un signal baissier qui va confirmer, comme il y en avait un ici, la création de la résistance qu'on n'a pas réussi à casser. Ok. Et donc tout naturellement, les supports se trouvent où d'ailleurs ? Au niveau des triangles précédents, des signaux précédents donnés, ici et ici. Mais pour faire simple, actuellement, au niveau des retests, pour moi, il y a 18 300, la zone 17 000 ici, un peu plus précise, 17 400, 18 500$. Il y a aussi, petite astuce, je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi perso, j'apprécie beaucoup, c'est d'utiliser un fixed range et de localiser justement une grosse zone d'imbalance comme ça pour savoir où sont les trous. Donc là, je vais retirer le prix, je vais tout retirer. Je vais retirer aussi l'indicateur d'imbalance. Non, on va le laisser. Et là, en fait, vous allez avoir carrément ce qu'on appelle des trous, des gaps dans le volume profile. Donc là, vous voyez, il y avait cette grosse zone, au final, je peux remettre le prix. Il y avait cette grosse zone qu'on est déjà revenu tester. Là, vous voyez, il y avait cette grosse zone ici, je vais zoomer. Cette grosse zone ici jusqu'aux 20 000$ qu'on est en train de retester. Il reste une zone ici jusqu'aux 19 500. Là, il y a un gap. Je vais passer en daily, peut-être que ça se verra mieux. Voilà. Là, vous voyez, il y a un gap ici jusqu'au Wyckoff Check, normal, 18 300$. Et il y a un gap ici qui nous attend jusqu'aux 17 600. Et il y aurait même, techniquement, je vérifie, non. Le dernier gap, il est là jusqu'aux 17 600. Donc ça, c'est vraiment des niveaux qui nous appellent. Donc il faut se dire que ces niveaux, on y reviendra très 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 probablement tant que la structure du prix reste baissière. On pourrait repasser dans une structure haussière si on voit quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, passons à l'analyse hebdomadaire. Les acheteurs ont eu leur confirmation la semaine du 9 janvier ici avec la Kinjun. Ils ont clôturé exactement sur le même niveau de prix qu'en août 2022, c'est-à-dire 24 282$ pour être précis. Regardez comme c'est chirurgical. Le test sur la Kinjun à 20K ici n'est pas grave et je dirais même que sa présence est bénéfique car c'est un marché qui respire. Mais si je rebondis sur l'impact par rapport au timing, il vaut mieux clôturer au-dessus en hebdomadaire car dans le cas contraire, les vendeurs vont enfoncer le clou pour aller chercher notre ultime support aux alentours de 16 000$. Enfin, pour conclure, je vais aborder l'oscillateur du RSI. Entre nous, je le trouve encore assez haut par rapport aux 3 dernières semaines baissières. Par rapport à Ethereum, ça va être très rapide aussi puisque c'est exactement la même chose que sur le Bitcoin. Disposition de M-Top, donc on est ici dans une dynamique qui est baissière à court terme et à moyen terme. Je vous rappelle aussi évidemment qu'on est non loin de l'EMA89 au 1517. On a un petit bottom à aller chercher précédemment qui se trouve ici au 1477 sur Ether. Donc attention tout de même, on pourrait avoir des mouvements assez volatiles sur les altcoins pour la fin de semaine. Donc là jeudi, vendredi et peut-être même sur la semaine prochaine. Donc attention sur vos altcoins, je vous préviens
depuis un petit peu de temps et on voit là qu'on commence vraiment à prendre une grosse claque, puisque je vous rappelle que ça fait à peu près un mois et demi que je vous dis de faire attention déjà à un retracement du Bitcoin, mais que ce retracement du Bitcoin va servir concrètement à venir punir les altcoins. Et regardez un petit peu ici, si on prend à peu près le top ici directement du dimanche 19 février 2023, sur le point actuel, on est déjà sur 11,26% de baisse. Donc dites-vous qu'on est déjà ici sur une correction qui commence à être assez importante sur les alts, alors qu'on n'est potentiellement pas du tout sur la fin de la correction. Donc 21%, donc 11% de baisse, excusez-moi, ce qui pourrait amener, si jamais évidemment le Bitcoin lui vient casser et aller chercher sa zone de rechargement acheteuse, ça pourrait nous ramener tout simplement ici sur une correction de 25%. Regardez, tout simplement, je vais vous montrer. Donc on prend exactement le même jour, une correction ici de 25% jusqu'à notre objectif baissier. Donc attention, malgré tout, on n'a potentiellement pas terminé, en tout cas sur les altcoins, la correction. Startup vend 2000 NFT en moins de 20 minutes. Bon, Startup, on connaît, hein, c'est Starbucks, pas Startup. Starbucks a récemment publié sa première collection de NFT. La collection se compose de 2000 timbres numériques nommés Jonas Stamp, chacun au prix de $100. Hein, ça s'est bien vendu apparemment, donc voilà, allez, si vous aimez ça, si vous ne connaissez pas, vous allez approfondir tout ça, c'est le but mes amis. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.